mer de plastique. La plupart des légumes consommés en Europe proviennent d'ici. Si c'est ça le jardin de l'Europe, alors il faut vraiment qu'on change d'Europe. Alors dans la nature, tous les systèmes, quand on observe un écosystème, tous les systèmes ont un rôle et une fonction bien précise. La coccinelle, elle est faite pour manger les pucerons et elle est formatée pour les découvrir et elle est même physiologiquement, comment dirais-je, conçue. Elle a des mandibules extrêmement bien faites pour couper la tête du puceron. Donc elle est faite dans cet écosystème pour équilibrer les pucerons. Et l'humain n'échappe pas à ce rôle, à cette idée de rôle, de niche, qui est intéressant de redécouvrir. Alors notre système industriel nous a installés dans des rôles qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Quel est le rôle de l'humain alors? Le rôle de l'humain dans son contexte sur la planète, il a un rôle et une capacité de recréer des écosystèmes. Voyez-vous, les autres espèces, le monde animal vit et le monde végétal vit et le monde minéral vit. Ils n'ont pas le choix. Ils expriment ce qu'ils sont sans pouvoir créer d'autres écosystèmes. Tandis que l'humain, lui, il est capable de créer des écosystèmes viables, vivants. La preuve, nous avons créé un monde industriel. Bon, on s'est un petit peu trompé, on est allé trop loin et trop dans une voie, c'est-à-dire celle du pétrole. Mais on est capable de recréer des écosystèmes. La permaculture nous dit, attention, utilisons le potentiel humain et recréons des nouveaux écosystèmes pour recréer un système de vie plein d'abondance, harmonieux et viable, ce qui n'est pas le cas de notre monde industriel. Les yeux rapprochés qui nous permettent de voir le relief, ça semble lié au déplacement dans la canopée. Dans la canopée, ça je peux vous dire, il faut avoir une très bonne perception du relief, parce que si vous voulez attraper un support et que manque de chance, il est derrière et pas devant, là la sélection darwinienne va jouer à plein, parce que ça se passe à 55 mètres de haut. Donc il faut une très bonne perception du relief, ce qui suppose d'avoir les yeux rapprochés. Et la main avec le pouce opposable à chacun des doigts, ça c'est idéal pour la brachiation. Alors je crois qu'on peut maintenant admettre que, voilà, que c'est nos origines, c'est dans les arbres. Et il me semble que ça donne aux arbres une espèce de dignité, enfin une raison de plus de les respecter. Fruit lures us in with scent, shape, and color. That's because it wants to be eaten. When an animal or a person eats a piece of fruit, the seeds pass through the digestive system, spreading its genetic material far and wide. What other food desires us as much as we desire it? Fruit hunters know just how deep our love affair truly goes. Il y a plein de variétés qui sont très intéressantes pour le climat froid. Les kakis comme les kakis de Virginie, il y a le kaki Mider, il y a Nikita Gift, il y a Rustian Beauty. Donc tout ça c'est des kakis qui résistent à moins 30, moins 40, donc qui passent sans problème en région froide. Il y a des vignes très résistantes, les vignes du type, il y a l'Imrod. Imrod, ça je sais plus, il me semble que ça vient de Hollande. Il y a Zilga, ça vient de Russie, moins 40. Imrod, moins 20. Zilga, c'est moins 40. Après, il y a Veldia Vezzo, c'est un italien, un raisin italien qui lui résiste à moins 30. Donc tout ça, c'est que des vignes qui sont en plus résistantes à toutes les maladies. Ce qui m'a paru important, c'est de travailler sur plusieurs axes. Un premier axe qui est justement étaler les récoltes. Donc en étalant les récoltes, il faut travailler à récupérer des variétés très précoces qu'on a oubliées, des variétés de saison, des variétés tardives et des variétés très tardives. Voilà, d'une part.
Après, j'ai comme axe de travail les résistances au froid. Donc là, j'ai des conservatoires d'agrumes, de fruitiers exotiques qui résistent au froid. Voilà, ça permet de varier. Une autre thématique qui m'intéresse beaucoup, c'est les fruits qui ont une aptitude particulière. Aptitude au séchage, aptitude à faire des jus, aptitude à se conserver seul, etc., etc. Ben là, je vais prendre comme exemple. Celui-là, c'était un pommier que mes parents ont planté. C'est de la pomme. C'était un croisement, enfin c'était un mélange de Elstar et de Golden. Il y avait deux variétés qui sont toutes les deux fragiles, pas résistantes aux maladies. Et donc du coup, j'ai regreffé avec des variétés qui sont plus résistantes. Donc on va garder que les charpentières. Là, ce genre de branche-là, là. Celle-là, 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 celle-là. Et tout ce qui est rameaux, je déshabille. Et ensuite, je vais greffer 1, 2, 3, voire des fois 4 greffons sur chaque charpentière. Ce qui va avoir pour effet de capter toute la sève qui va être produite par le système racinaire. Donc en garrigue, c'est super, c'est vraiment génial ce genre de technique, surtout en climat sec. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on bénéficie d'un arbre qui a déjà un système racinaire énorme, sur lequel on le déshabille de ses rameaux, on remet des rameaux fruitiers. Et là, donc, dans cette technique, je mets des bourgeons, enfin je mets des rameaux complets, donc qui gardent le bourgeon apical. Ce qui a pour effet en fait de faire des rejets des fois 2 mètres dans l'année. Ici, donc là, il y a un greffon. Sur celui-là, il y en a 2. Sur celui-là, il y en a 1. Sur celui-ci, il y en a 2. Alors là, sur cette branche-là, ça c'est de la rainette du Mans que j'ai greffé, qui est assez résistante aux maladies dans l'ensemble et qui donne des très bonnes pommes. Et donc là, on peut voir que j'ai greffé cet arbre en avril et les pousses font quasiment toutes 1 mètre, 1 mètre 20 de long. Donc en fait, avec cette technique, je déshabille l'arbre de ses rameaux, je le rhabille avec des rameaux fruitiers et presque d'ici l'année d'après, je peux commencer à récolter des fruits. Et surtout, j'ai un arbre de la même taille qu'à l'origine. Donc je pars pas d'un tout petit greffon que j'ai greffé sur une énorme branche. Je récupère directement tout le système foliaire, je tire parti de toute la sève des racines sur l'ensemble. Donc les noyers vont disparaître de l'Hérault, ils sont en train de disparaître, il fait trop chaud. Donc j'ai mis la noix de pécan. Regardez, noyer de pécan. Là c'est le début d'une collection, mais elle est toute derrière aussi, de mûriers. Mûriers pourquoi? J'ai sélectionné des mûres, arbres, au goût magnifique. Certaines font 11 cm de long. On peut s'amuser à greffer un peu n'importe quoi sur n'importe quoi, dans la mesure où on respecte une règle, c'est garder toujours la même famille. Et après, dans les familles, il y a des sous-espèces. Donc par exemple, dans la famille des rosacées, dans lequel il y a les nèfles, les coings, les prunes, les pêches, les poires, les rosiers, les fraisiers. Enfin, ça, c'est l'ancienne classification. Dans cette famille, il y a 2 types de fruitiers. Il y a ceux qui font des noyaux, les prunoïdés, et il y a ceux qui font les pépins, pomoïdés, voilà, c'est ça. Donc les pomoïdés et les prunoïdés. Donc en gros, sur les rosacées, on généralise en disant noyau sur noyau, pépin sur pépin. Essayez pas de greffer un cerisier sur un noyer, sur un pommier, ça marche pas. Ou de greffer de la pomme sur un prunier, ça marche pas. Par contre, cerise sur prune, prune sur cerise, pêche sur amande, amande sur prune. Il va y avoir des affinités, des fois ça va bien marcher, des fois ça va moins bien marcher. Mais dans l'ensemble, on reste dans un potentiel où ça va marcher. Et donc on peut s'amuser à faire tout un tas de greffages, et comme on le voit là avec cette technique, on peut arriver rapidement à du rendement. Donc surtout si on plante soi-même des pommiers sauvages, des pruniers sauvages chez soi, si on en met un peu partout, en jetant des trognons un peu partout, du coup on se retrouve à avoir des grandes ressources pour pouvoir venir greffer des variétés, surtout des variétés résistantes aux maladies. Les pépins issus de votre pomme golden auront une plus grande qualité génétique que votre pomme golden à l'origine. Bon, même si la pomme n'est pas bonne à la sortie, on a de grandes chances qu'il y ait au moins 50% des enfants
donc issus de ces pépins de pommes golden du commerce, il y aura au moins 50% des enfants qui auront les caractères génétiques du père. Donc il y a de grandes chances que ce soit Everest, Floribonda ou Asiatica. Donc des variétés qui sont résistantes à la tavelure, résistantes aux feux bactériens pour la majorité. Donc en fait il faut semer et greffer pour avoir des fruits rapidement. Là j'aurai des fruits d'ici 2 ans, 3 ans. Alors que si j'avais semé, j'aurais des fruits d'ici 10 ans. Mais du coup c'est le fait d'avoir semé qui fait que j'ai des porte-greffes pour avoir des fruits dans 2-3 ans. Et c'est le fait d'avoir semé qui fait que je vais créer des nouvelles variétés et que j'aurai des fruits vigoureux, résistants, adaptés à ma région, enfin d'ici une décennie on va dire. Donc vraiment si je peux donner un conseil aux générations futures, c'est semer. Si dans chaque école on s'amusait à semer les noyaux et les pépins qui ont été mangés à la cantine, on aurait toutes les ressources pour régénérer les sols, pour recréer la biodiversité. Mais si on compte sur l'INRA et les petits groupes de recherche pour créer des variétés uniques qu'on va diffuser dans le monde entier, il n'y a aucune chance, les maladies contournent les gènes de résistance, il n'y a aucune chance que ça puisse durer, même les pommes bio, même les pommes résistantes le sont que pour quelques temps. Donc la seule réponse à l'évolution génétique des maladies, c'est l'évolution génétique des fruits et c'est de semer. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est semer les fruits que vous mangez.